TV Liberté, bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour Anne. Nous filons tous deux au cinéma. Et qu'est-ce que vous avez vu? J'ai écumé les salles obscures pour voir des choses qui étaient parfois un peu obscures. On va commencer peut-être avec un film que j'ai beaucoup aimé, un film français, qui est Une intime conviction. Oui. Donc Une intime conviction, c'est un film qui est fait à partir de faits réels, mais qui, à mon avis, ne correspond pas tout à fait aux faits réels, et qui est un film avec Marina Foïs, et vous savez que j'aime beaucoup Marina Oui, vous Foïs, avez raison. qui pour moi est une excellente actrice dramatique. Vous avez raison. Alors, quelle est l'histoire? Et l'histoire, en fait, est tirée du procès Viguier. Alors, vous vous souvenez peut-être du procès Viguier, il y a une dizaine d'années. Le type est arrêté un jour, sa femme a disparu. En gros, on l'accuse d'avoir tué sa femme, sans avoir la moindre preuve, puisqu'il n'y a pas de corps, on ne sait pas si elle a disparu, si elle a été tuée, etc., etc. Il y a des choses un petit peu troublantes, Mais il y avait quand on même n'en sait rien. il avait changé le matelas, non? Et il avait changé le matelas. Bref, Tu vois, il a été condamné, il a été poursuivi une première fois, les assises le déclarent innocent. D'une façon assez exceptionnelle, l'État fait appel. Donc il est re-jugé, et c'est l'histoire de ce re-jugement qu'on voit au cinéma. Alors, en gros, le film commence avec un personnage fictif qui n'a pas existé dans la réalité, qui est joué par Marina Foïs, qui est persuadé que M. Viguier est innocent, qui a été jury dans le premier procès, et elle va contacter Maître Dupond-Moretti en lui disant « Je veux que vous soyez l'avocat, etc. etc. » Et lui va lui dire « Dans ce cas-là, aidez-moi. Et notamment, voici des écoutes qui n'ont jamais été exploitées par la police. Aidez-moi à mener l'enquête. » Et donc, elle, qui est cuistot dans un restaurant de seconde zone, va à ses heures perdues, en mettant sa famille en danger, enfin son fils en danger, sa vie amoureuse en danger et sa vie professionnelle en danger, aider ce procès Viguier. Donc, tout le monde connaît la fin, puisqu'évidemment, il est à nouveau innocenté. Et on n'a jamais su ce qui était On n'a jamais su ce qui était arrivé à sa femme, et on révèle un certain nombre de zones d'ombre. C'est le crime parfait. Dans l'affaire, on découvre que, en particulier, un des principaux témoins de l'accusation avait appelé à peu près tout le carnet d'adresses de la dame en question pour leur donner des indications sur les témoignages. On découvre qu'un sac à main aurait disparu, mais en fait, on n'est pas sûr qu'il aurait disparu. On découvre que des gens qui n'étaient pas censés être rentrés dans la maison sont rentrés dans la maison. Bref, on découvre que, manifestement, les zones d'ombre sont beaucoup plus larges que ce que l'enquête de police semble dévoiler. On ne nous dit jamais qui est le coupable. On n'en sait rien. Non, puisque... À la fin du film, évidemment. Mais on a des doutes. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce film? D'abord, on suit un procès aux assises, quasiment du début à la fin, ce qui est pas si courant que ça au cinéma, et en plus avec un acteur qui joue Maître Dupond-Moretti. Alors, Dupond-Moretti aurait pu être joué par Dupond-Moretti, c'est parce déjà que un acteur. Lui est déjà un acteur formidable, et là on a un acteur qui joue ce rôle, et avec la même présence, le même charisme, le même côté un peu tonitruant du personnage, avec sa franchise et son vocabulaire, ses grands effets de manche, etc. Donc tout ça est très très bien rendu. Et puis, on se laisse prendre un petit peu dans cette enquête, parce qu'en fait, elle, l'essentiel de son travail d'enquête va être fait à partir d'écoutes téléphoniques qu'elle a à sa disposition. Et puis, on s'amuse finalement à redécouper le truc avec elle et à se demander ce qui s'est vraiment passé. Et on voit les aspects sordides, évidemment, d'une procédure, d'une affaire, d'une enquête de police bâclée, comme notre pays en a malheureusement l'habitude. Donc, moi, j'ai été vraiment pris du début à la fin. Je savais évidemment la fin dès le début, puisque le procès Viguier a été quand même un procès extrêmement célèbre. On est même un peu déçu que ce personnage n'ait pas existé dans la réalité, dans son côté mère courage et saisissant. On a évidemment les deux acteurs principaux, c'est-à-dire l'avocat et Marina Foïs, qui sont excellents. Très bien. Et pour moi, c'est un film à voir. Très très bien. Moi, je vous propose Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, tome 2. Mais qu'alliez-vous faire dans cette galère? Eh bien, c'était par erreur, en fait. J'allais pour voir un autre film et je m'étais trompée. Je me suis dit, Anne, tu es dehors, vas-y, prends ton courage à deux mains. J'avais vu le premier qui m'avait passablement horripilé. Et le deuxième est sur une idée plus sympathique, puisque ce couple... Alors peut-être on peut rappeler le premier. Ce couple, non mais oui, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que ce que je vais dire va éclairer. Très bien. Ce couple de notaires dont les 4 filles ont épousé les 4 continents, pas 5 d'ailleurs, 4 continents, se voient annoncer par leurs filles qu'elles vont suivre leur mari dans ces 4 continents. Tout à fait. Alors, effondrement des parents et réaction
très amusante et que j'aurais volontiers eue. Ça ne va pas se passer comme ça. On va trouver un travail à chacun de ces gendres entre Saumur et Chinon, puisque c'est là qu'ils habitent. Donc l'idée est extrêmement amusante. La position de départ est savoureuse. Malheureusement. Mais malheureusement, alors encore sympathique, les images finales, c'est que les 4 gendres sont vraiment très contents parce qu'en France, on mange bien, on boit bien, et le climat est agréable. Viennent gâcher tout cela, une fois qu'on a fait le pas et qu'on a accepté ce mariage des 4 filles avec les 4 continents, ce qui n'est pas quand même tout à fait normal encore. Il y a deux vulgarités importantes, enfin deux choses qui ne sont pas en accord avec la réalité, je vais dire. D'abord, cette femme de notaire, qui est tout de même, ils sont très très fortunés, jolie demeure, jolie vaisselle, joli tableau, jolie tapisserie. Quand elle est à table, elle prend son couteau comme ça. Alors là, si vous voulez, on a envie de dire du mal à y croire, à cette pauvre femme qui vient des nuls. Elle vient de Oui, de c'est cette Chantal équipe. Lovic, évidemment. Voilà. Donc cette femme, on pourrait, et on s'étonne quand même que le metteur en scène ne lui dise pas, dans une aussi jolie maison, avec une table, avec des verres à pied, de la porcelaine de Limoges, on ne tient pas son couteau pointé sur le ciel. C'est dangereux pour les yeux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la scène finale. Le frère de l'Africain, la sœur de l'Africain, annonce son mariage, et ce mariage, ça sera avec une femme. Donc on a droit à 2 Africaines en robe blanche, à tutu, à froufrou, le père qui fait une crise cardiaque. Et ça, c'est quand même, parce que c'est quand même la propagande habituelle. Alors en France, mais ça n'est pas africain. En Afrique, ça n'est pas du tout encore. Absolument. Moi, ce que j'avais beaucoup reproché au numéro 1 et qui, en fait, pour moi, est la limite du film, parce qu'en fait, le parti pris pourrait être assez amusant de démonter un certain nombre, parfois, d'a priori, ou bien au contraire d'aller dans le sens des a priori. Il joue sur les 2 tableaux. Il joue sur les 2 tableaux d'a priori qui existent et sur lesquels on peut finalement s'amuser et réfléchir. Oui. Mais en réalité, les personnages sont tous à la fois un tout petit peu caricaturaux, parce qu'il faut quand même qu'on ancre la réalité de ces personnages dans quelque chose qui rejoint l'opinion populaire, et en même temps, pas caricaturaux du tout. C'est-à-dire que vous avez un Chinois, ou en tout cas un garçon d'origine chinoise, mais qui est hyper chic, tiré à 4 épingles, banquier d'affaires. On est loin du porteur de riz à la sauvette dans les faubourgs de Bangkok. Oui. Ah non, ils sont très insérés. Un juif. Alors le juif, lui, qui est un peu juif d'Afrique du Nord, bon, très inséré, très gentil d'ailleurs. Bon, à part la circoncision, on n'a pas tellement l'impression qu'il. Et sa femme qui suit les cours pour devenir juif. Et sa femme suit les cours, mais néanmoins, lui, il est un peu le raté, c'est-à-dire qu'il réussit pas dans les affaires. Donc là, on démonte l'a priori. Et évidemment, il y a un maghrébin, parce que c'est les 4 continents, mais en fait, c'est aussi une dimension religieuse. Et le maghrébin, lui, il est avocat, parce que quand même, il réussit. Et puis, il y a l'Africain, et peut-être c'est lui qui s'en prend le plus plein la figure. Alors, l'Africain, aussi assez classique, l'Africain, il est ivoirien d'une famille manifestement assez haut de gamme. Et lui, il est acteur de théâtre à Paris, vraiment le truc classique. Et il joue des pièces du XVIIIe siècle. Voilà, et donc sa famille vient de Côte d'Ivoire, et effectivement, sa sœur sera lesbienne, mariée à une Africaine. Ah, là, mais là, attention, elle aurait pu être, par exemple, lesbienne, mariée à une juive. Non, faut quand même pas trop exagérer. Oui, mais je veux dire, il y a un moment où on dit ça suffit. Pour moi, c'est extrêmement éculé, et en fait, ça va tellement loin dans le cliché, qui est un faux cliché, que ça n'accroche pas. Le problème, ça aurait été beaucoup plus fort d'aller sur quelque chose même de plus tragique, mais avec seulement 2 enfants ou un enfant marié à quelqu'un d'une origine vraiment très différente, y compris avec des origines sociales différentes, parce que le tout n'est pas d'être chinois. Je veux dire, si vous êtes banquier d'affaires et que vous êtes d'un milieu social équivalent, donc la question sociale n'est pas posée. Mais et puis on ne rit pas dans ce numéro 2. Je vais vous interrompre en vous disant, le premier opus, 5 millions. 5 millions. Ah oui, vous imaginez, c'est la France black blanc beurre qu'on valorise. Donc, le matraquage va... Bon, un autre film. Alors, un autre film qui n'est pas tout à fait dans la même ligne, c'est La Favorite. Alors, La Favorite, titre français. Oui. Alors là, on saute d'une époque, on parlait de ce monsieur qui joue au XVIIIe, là on arrive à la toute fin du XVIIe, tout début du XVIIIe siècle, en Angleterre, puisqu'on est du temps de la reine Anne. Alors la reine Anne, c'est la dernière reine Stuart
de la dynastie Stuart qui va régner sur l'Angleterre. Et cette reine, elle est évidemment soumise à un certain nombre de pressions politiques, puisque vous savez, en gros, les grandes pressions ou les grandes tendances politiques de l'époque, c'est anglicanisme contre catholicisme, en particulier avant que la Maison d'Orange ne soit vraiment assise sur le trône d'Angleterre. Et puis, c'est la question des alliances internationales et puis des différents favoris qui font en fait le gouvernement. Et cette reine Anne, elle a, on pourrait dire une favorite en titre, en tout cas une conseillère occulte, qui est une Churchill. Cette conseillère occulte, elle porte évidemment un certain nombre de grandes personnalités de sa famille qui vont occuper des postes importants au Parlement, à la cour, au gouvernement, etc. Et arrive un moment fatidique, puisque cette favorite sent bien que la reine se lasse un peu de son rôle, et elle va avoir l'idée de faire entrer une personne de sa connaissance, qui est même une de ses petites nièces, si ma mémoire est bonne, dans l'histoire réelle. Cette petite nièce va très rapidement supplanter sa tante. Elle est déjà la bonne amie de la reine, la première La première, oui, bien sûr. Ah oui, vous et l'avez pas dit. C'est plutôt en fin de carrière de la première que la deuxième arrive et va la supplanter. Nous sommes donc dans des histoires de couple de femmes. Et oui, alors c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a une dimension... Alors dans le film, il y a une dimension saphique évidente qui, à mon avis, n'est pas tout à fait conforme à la réalité, parce que le film s'inspire de faits réels. Oui, mais il fallait tout de même... Donc cette dimension-là, pour moi, dans le film, n'est pas réussie, parce qu'en fait, on n'a pas tellement envie de voir ces histoires d'amour, on a plutôt envie de voir ces histoires d'intrigues de palais, d'intrigues politiques, d'une femme qui va remplacer une autre. Alors on nous la présente dans le film comme étant une petite servante. Bon, alors c'est pas une petite servante, c'est effectivement une fille qui appartient à la bonne société, mais d'une branche un peu déchue. C'est-à-dire qu'elle est obligée de trouver des places, par exemple, de dame de compagnie, oui, etc. Elle n'a pas tous les quartiers de noblesse. Sa naissance est correcte, mais sa fortune est inexistante. Mais ça n'est pas non plus la petite bonne qui était cuisinière dans un château écossais. Faut pas non plus caricaturer les choses. Évidemment, elle va se faire une place dans le film, dans le cœur de la reine, en tout cas dans l'esprit de la reine, qu'elle va singulièrement conseiller. Et dans son lit. Et dans le film, dans son lit, et ça je ne sais pas si c'est conforme à la réalité, toujours est-il qu'elle va être à l'origine d'un basculement politique qui va entraîner une guerre entre les deux favorites. Et c'est ça, en fait, l'intrigue du film, puisque la première, évidemment, il y a cette histoire d'amour dans le film, mais il y a surtout cette histoire de pouvoir pour elle et pour sa famille, et donc de fortune, bien entendu, puisque le pouvoir est souvent lié à des affaires de fortune. Et donc, on suit ces deux favorites. Alors, l'ensemble est très bien fait, très bien joué. On est vraiment dans l'Angleterre du tournant du XVIIIe siècle, avec ses décors, ses jardins, ses costumes. On sent très bien le côté un peu déliquescent de la cour, parfois oisif, mais avec en même temps toutes les intrigues qui, même dans un contexte qui peut sembler oisif, ont un impact gouvernemental fort, comme c'était le cas d'ailleurs en France. Et je dois dire que l'ensemble fonctionne vraiment très bien. Pour moi, c'est vraiment un film à voir absolument, en mettant de côté, peut-être pour les âmes un peu sensibles, le côté amour saphique. Bon, je vous rassure, on n'est quand même pas dans un déchaînement d'images pornographiques. Oui. Et qui, à mon avis, en plus, n'est pas tout à fait conforme à la réalité. Donc moi, c'est le bémol que je mets au film. On a voulu séduire en apportant quelque chose, sans, à mon sens, avoir de preuves historiques de ce qui est avancé, et je trouve que ça dilue un peu le message du film. Troisième film, La dernière folie de Claire Darling. Avec Catherine Deneuve. Avec Catherine Deneuve. Alors, j'y suis allée parce que l'idée me plaisait. Cette femme qui, au soir de sa vie, elle habite une très jolie demeure, elle sort sur la pelouse, tous ses biens, tous ses meubles, tous ses objets d'art achetés tout au long de sa vie. Elle est très collectionneuse. Elle liquide, en fait, elle liquide tout ce qu'elle a. Elle liquide tout son... Et je me disais, elle brade tout. Absolument, pour des prix... Et alors, l'idée me plaisait si elle n'avait pas eu de descendant. Or, elle a une descendante. Elle a une fille avec laquelle elle a eu des relations extrêmement mauvaises. Et la fille a disparu depuis 20 ans. Et la fille est jouée par Chiara Mastroianni, qui est, soit dit entre nous, la vraie fille de Catherine Deneuve, ce qui, à mon avis, pose des vraies questions. Alors, le problème... Alors, exactement ce qu'a dit notre ami Frédéric... la réalisation est très bonne, les prises de vue sont très bien faites.
Il y a des flashbacks, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup d'imagination, et ça pourrait être très très plaisant. Le problème, c'est Catherine Deneuve. Qui n'est pas crédible. Qui n'est absolument pas crédible. En vieille dame, elle est tellement botoxée que c'en est difficile de la regarder. Et puis, elle n'a pas ce rôle de femme qui a 80 ans et qui dit qu'elle va mourir. On sent très bien qu'il y a du répondant et qu'elle est encore là pour 10 ans. Oui, c'est pas Daniel Darieux. Et c'est pas Daniel Darieux, c'est pas Gisèle Casatsu. Ces vieilles dames fragiles et très humaines. Là, on a un personnage qui est glacé, mais archi glacé. Mais qui explique aussi, à mon avis, les tensions dans la famille, parce que... Bien sûr. On sent que l'histoire de famille est quand même pas évidente. Bien sûr, je ne veux rien raconter, mais enfin, elle est quand même... c'est quand même un peu une meurtrière. On est loin de la mère Courage. Elle a été très, évidemment, maltraitée par la vie aussi. Je n'en dis pas plus. Mais c'est quand même une affreuse garce. Et puis alors, autre chose, ces objets ne sont pas des objets qu'elle aime. Et c'est normal, elle n'aime pas les êtres, donc elle ne peut pas aimer les objets. Donc, de ce point de vue-là, le personnage central est faux. Donc, ça tombe. Voilà, c'est raté. Mais, encore une fois, le réalisateur a fait quelque chose de très joli. Plutôt élégant, oui. De plutôt élégant. Et, donc, on peut quand même aller le voir. On peut aller le voir, oui. On peut aller le voir. Un autre film ? Non. Un autre film. Alors, moi, j'aimerais quand même dire un mot d'un grand succès populaire qui est All Inclusive, oui. Qui est une bouse absolue, hein, évidemment, c'est bien mauvais. C'est Camping en nul. Ouais. Et déjà, Camping n'était pas formidable, donc c'est encore plus nul, avec des blagues vaseuses, des allusions sexuelles à vraiment 2,50 francs, et encore, c'est même faire une insulte aux francs. On devrait plutôt parler, non, mais en roupies. Enfin, c'est absolument pathétique, mais ça marche. Alors, ce qui est tout à fait amusant, vous savez, c'est de suivre sur des applications ou des sites en ligne d'Avis de cinéma, de suivre la note. Oui. Et vous voyez un film qui va sortir avec une note de la presse, par exemple, de 2,8. Oui. Les premiers téléspectateurs ou spectateurs vont mettre 2,8. Et puis, vous voyez que petit à petit, la note descend pour atteindre 2. Et là, on est à 1,2. Donc, quand vous voyez que la note descend au fil du temps, là, vous avez la certitude que le film est très, très mauvais. Et inversement, vous avez All Inclusive. Vous avez un film comme celui dont j'avais parlé, qui, à ma connaissance... avec Franck Dubosc. Avec Franck Dubosc. Celui dont j'avais parlé, vous savez, l'histoire du GIGN, dont j'avais parlé il y a à peu près un mois. Un film qui était sorti avec 2,8, et puis au fil des semaines, il est monté à 3,5. Ce qui veut dire que le bouche à oreille a fonctionné, le public, et que les personnes qui y sont allées ont plus apprécié que les premiers. C'est très amusant d'ailleurs. Donc ça, c'est très amusant, et c'est vraiment un indicateur. Moi, j'indique aussi nos spectateurs, enfin tous ceux qui nous suivent, cette analyse. À ne pas seulement prendre pour argent comptant ce qu'on dit, mais à regarder les notations, l'évolution des notations. Moi, c'est un de mes indicateurs cruciaux pour aller voir un film. Et puis, il y en a un autre, c'est est-ce que la note des spectateurs est supérieure à la note de la presse ? Si c'est le cas, c'est plutôt bon. Et si Télérama a détesté, je sais que ça va être vraiment un très grand succès. Et puis, un dernier film dont on peut dire un mot, que je n'ai pas vu, que je n'irai pas voir, et qui parle de la pédophilie dans l'Église, dont j'ai vu la bande-annonce et qui a l'air d'être assez touchant. Grâce à Dieu. Qui s'appelle Grâce à Dieu. Et qui devait s'appeler L'homme qui pleure. Voilà. Ce qui était infiniment plus beau. Et absolument, mais on sent qu'on a eu besoin de faire un buzz sur l'Église catholique. Exactement. Donc c'est l'histoire, évidemment, d'un diocèse qui est celui de Lyon, qui va couvrir des prêtres pédophiles faisant souffrir toute une série de jeunes garçons. Vous savez que le prêtre en question, Prénat, a voulu interdire le film parce que le procès n'a pas encore eu lieu. Absolument. Donc on est en pleine irrégularité là aussi. C'est-à-dire qu'on a de toute façon sonné les cloches de la culpabilité de Loin de moi protéger cet homme-là, mais... Non, mais bien entendu, la question n'est pas là. Mais c'est quand même pas très Mais réglo. En fait, moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est que quasiment tous les films qui parlent d'église, ou en tout cas une grande partie, sont connexes à des sujets de pédophilie. Or, bon, il y a quand même autre chose dans l'église que ça. Je crois qu'il y a 99% de prêtres qui sont... Et puis, au-delà de ça, on peut tout à fait parler des sujets qui fâchent, et il y en a plein. Mais toujours le même, c'est un petit peu lassant. Et puis surtout, à chaque fois qu'on parle de pédophilie, on parle de l'Église.
quasiment. Ah non, Et la il y a un propagande est bien moment faite. Hein. où moi j'aimerais aussi, pourquoi pas, voir le même film sur la pédophilie, mais dans une nation, par exemple, de football, avec des gens. Attendez. Ça, on ne le voit jamais. Et c'est un petit peu lassant. Ou chez les instituteurs, ou chez les profs de gym. Ou chez les rabbins. Mais ou chez n'importe qui. Ou chez les rabbins. Chez n'importe qui. Mais c'est vrai que c'est un petit peu lassant. Donc je n'irai pas voir ce film. Non, c'est peut-être à tort parce que les images ont l'air assez belles et je pense que c'est trop pour moi. La dimension psychologique des personnages est très bien travaillée. Non, puis cette charge du cardinal Barbarin est absolument honteuse. Il est arrivé dans ce diocèse bien après l'histoire. Il n'en peut mais. Et donc avoir voulu se le faire, parce qu'en fait c'est ça. Il avait pris des positions anti-mariage pour tous, et donc il fallait lui faire payer. Et tout ça est d'une grande malhonnêteté, donc on en restera là. Donc moi je recommande en conclusion d'aller voir La Favorite, sans aucun doute, La Favorite, celui qu'on a évoqué. Et puis Une intime conviction, qui est pour moi un très bon film, que je recommande particulièrement. Et moi je ne conseille ni La Dernière Folie, je suis quand même un peu strict, ni La Dernière Folie de Claire Darling, ni Qu'est-ce qu'on a fait encore au bon Dieu. Il y a infiniment d'autres films à voir. Je voudrais signaler aussi quelque chose. Les victoires de la musique non classique sont passées. C'était introduite par une fille très volubile, très jeune. Et elle a quand même dit au tout début, il était 9h, en avant la musique, ça va secouer les bites. Il était 9h du soir. Alors, j'en ai parlé autour de moi pour savoir si tout le monde avait la même réaction, un petit peu étonnée. Alors, un jeune me dit, mais c'est les beats, c'est B-E-A-T-S, c'est les batteries. Absolument. C'est les mouvements de batterie. Oui, mais enfin, on a compris que l'allusion était à double sens. Je pense que 99% des gens n'ont pas compris ça, et donc ils ont compris autre chose. Tellement mal tourné, ma chère Anne. Et ça va secouer les bites. Là, c'est en conclusion, j'aimerais bien parler d'un film ancien, même de deux films anciens, dont on fête les anniversaires en 2019. Oui. Et j'ai revu les deux très récemment. C'est évidemment Thomas Crown. Thomas Crown, le numéro 1, avec évidemment Faye Dunaway et Steve McQueen, qui est sorti de mémoire en 69, donc l'heure de gloire de Steve McQueen, et le numéro 2 avec Pierce Brosnan et René Russo, qui est sorti de mémoire en 99. Donc nous fêtons cette année les 20 ans du deuxième et les 50 ans du premier. J'aime votre fidélité. N'est-ce pas? Et pour moi, les deux films sont à voir, et j'irais jusqu'à dire que le remake étant singulièrement différent du premier, on peut voir les deux sans trouver que l'un est meilleur que l'autre. Pourquoi? Parce que dans le premier, bon, évidemment, Steve McQueen est dans les deux cas, donc c'est un homme d'affaires qui réussit, etc. Steve McQueen va monter un braquage d'une banque, récupérer l'argent, le mettre en Suisse, donc on est sur un pur vol financier qui finalement n'est pas très palpitant, même si le vol, le cambriolage est assez théâtral. Mais en revanche, la vraie question, c'est l'histoire d'amour avec cette femme des assurances qui est très élégante, intelligente et qui va réussir à rentrer dans le personnage. Et donc la question, c'est va-t-elle tomber amoureuse de lui tout en sachant que c'est un criminel? Lui, va-t-il renoncer à sa vie criminelle pour elle? Va-t-il rendre l'argent pour garder la femme ou pas? Je ne vous donne évidemment pas l'intrigue. On a des acteurs extrêmement doués, des scènes vraiment d'une très grande qualité. On a Steve McQueen qui pilote son avion, de la voiture, de la moto, tout ça est parfaitement bien réalisé. Le deuxième avec Pierce Brosnan, l'intrigue est schématiquement la même. Va-t-il ou pas choisir le vol contre la femme? C'est fait d'une façon un peu plus subtile en réalité, puisque là, Pierce Brosnan, qui est évidemment donc un richissime homme d'affaires, mais qui s'ennuie. Qui s'ennuie parce que tout lui réussit. Oui. Il a réussi en venant des bas-fonds de Glasgow à devenir un richissime homme d'affaires. Tout lui réussit, il a un succès fou, il est beau, il est élégant, il est intelligent, il a tout. Et donc, il veut pimenter un petit peu l'ordinaire. Et il a une idée, c'est cambrioler le Metropolitan Museum à New York pour voler un tableau, un Monet somptueux. Et donc, il va monter un cambriolage tout à fait amusant, qui est très très bien rendu dans le film, en plus avec une bande-son vraiment de très haute qualité. Les deux ont d'excellentes bandes-son, que je recommande. Et arrive l'enquêtrice, évidemment, René Russo, la très séduisante rousse, qui va enquêter très vite, savoir que c'est lui, et donc lui tourner autour pour enquêter, idylle naissante, va-t-il ou pas rendre le tableau? Elle lui fait comprendre que si c'est le cas, il part avec lui. Et là, coup de théâtre, deuxième cambriolage.
un autre tableau est volé. Que va-t-il se passer? Et on ne sait pas qui Et c'est. là, je ne dévoile pas la fin et C'est je ne génial. dévoile surtout pas la conclusion du film qui n'est pas tout à fait la même dans Dans le les deux premier et films. dans le deuxième, puisque dans le premier, on reste un peu sur sa fin, c'est-à-dire qu'on vous laisse comprendre ce que vous voulez comprendre. Dans le deuxième, on vous livre une vision de la fin qu'on aimera ou pas, mais en tout cas, le film prend position d'une façon beaucoup plus formelle. Et surtout, les cambriolages sont excessivement bien filmés, avec une bande-son incroyable, notamment le fameux Cinnamon, vous savez, des années 90. Et clin d'œil amusant, Faye Dunaway joue dans le deuxième film, puisque le film numéro 2 commence par Pierce Brosnan chez le psy, Oui. qui lui parle de ses relations aux femmes. Pouvez-vous faire confiance aux femmes? Oui, à quelles conditions, etc. Et la psy, c'est Faye Dunaway, qui évidemment est Tout la va femme bien. fatale du premier film. Donc je les recommande Tout va bien. particulièrement Tout pour va les bien. vacances qui arrivent bientôt. J'ai oublié, Regardez les deux, ça vaut le coup, bien plus le coup que ce qui passe au cinéma en ce moment. justement, j'ai oublié un film pour les vacances qui est très beau. C'est le deuxième opus, le premier étant Minuscule, Minuscule numéro 2 pour qui les enfants. était fabuleux. Moi, j'ai vu le premier. C'était plein d'humour, très C'était drôle. Donc, c'est la vie d'une fourmi. C'est une fourmi qui découvre dans un sous-bois les restes d'un pique-nique. Elle rentre dans une boîte de sucre vide, mais elle arrive à grignoter quelques petits bouts de sucre. Et il va lui arriver des aventures étonnantes. À Et travers le c'est fabuleux. C'est pris au microscope. Absolument. Et c'est fantastique. Et c'est pas abétissant. Non, pour autant. c'est brillantissime. Et le deuxième tome sort là. Est sorti il y a quelques jours. absolument. Et donc, il faut voir les deux. Moi, je conseille aux parents d'éviter, ou à ceux qui n'ont pas d'enfants, d'éviter le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, parce que là, vous pouvez très facilement passer votre après-midi au cinéma avec des enfants de 3 ans et demi Oui. et avoir une séance qui est ponctuée de « Maman, j'ai envie de faire pipi » ou de « Maman, pourquoi elle vole la coccinelle ?» Et c'est-à-dire que c'est mignon quand c'est dit une fois, mais quand vous avez 70 enfants qui parlent tous 3 fois pendant un film d'1h15, je vous assure qu'au troisième pipi, Ça va pas. on a plutôt envie d'aller voir Minuscule à la séance de 22h30. C'est une Voilà. bonne idée. Sauf si vous avez bien sûr des enfants ou petits-enfants, Oui, auquel cas qui vous sont d'un n'avez niveau. pas tellement le choix, mais on évite Saut dessus. avant 5 ans, hein, parce que le pipi pendant le cinéma, je pense qu'on peut attendre que les enfants soient capables d'aller aux toilettes tout seuls avant de les emmener au cinéma. Il y a des enfants de 3 et 4 ans qui ne mouftent pas parce qu'on leur a expliqué. Oui, il y en a qui sont bien élevés, mais enfin, c'est pas la Euh, majorité du genre malheureusement. Merci, Maxime. Je vous en prie. À très vite, à la semaine prochaine, chers amis de TV Liberté. Bonjour, chers amis de TV Liberté. Ce matin, pour cette rubrique patrimoine, nous restons fidèles à notre ligne, c'est-à-dire nous fêtons les bonnes nouvelles patrimoniales, artistiques. Et nous avons dans notre studio, bonjour Monsieur le Chanoine, Bonjour madame. Monsieur le Chanoine Trouchesec, qui est un grand rénovateur d'oratoire. Alors, Monsieur le Chanoine, vous êtes, après une vie bien remplie, vous êtes en France, vous êtes retiré en France, en Saône-et-Loire, et vous avez fait partie de l'association des Amis des Oratoires pendant des années. Et donc, vous avez participé. Que leur arrive-t-il, ces oratoires? Ils vieillissent? Ils sont victimes du temps. Si on ne veille pas sur eux, ils se dégradent. Et dans les temps qui sont les nôtres, en plus des intempéries, eh bien, il y a des vols, du vandalisme. Du vandalisme, Donc, oui. il faut, auprès des oratoires, avoir des personnes qui veillent sur eux, qui les entretiennent et qui, si possible, s'y arrêtent pour prier, car oratoire vient du latin orare, prier. Ça, l'origine de leur construction, soit en action de grâce, pour une grâce obtenue, soit pour une demande présentée. Et je disais souvent, en occasion de bénédiction d'oratoire restaurés, qu'ils sont comme des miroirs. Ils réfléchissent la foi de ceux qui les entourent ou le manque de foi. Alors quand on voit un oratoire qui est bien entretenu, qui est fleuri, qui est même éclairé par des veilleux, ce sont des signes de piété non négligeables. Et je pense que nous pourrions nous tourner vers les oratoires de Pologne qu'il m'est arrivé de voir. Et ces petits monuments en Pologne, très souvent, c'était au mois de mai, au mois de Marie, étaient entourés de fidèles en prière. Puisse-t-il un jour en être de même en France, fille aînée de l'Église.
Alors, vous vous êtes rapproché d'une association qui restaure ou crée des oratoires Voilà. sur les routes de l'Europe chrétienne. Et ce sont nos amis Mestelan, Robert et Claudia, qui partent sur les routes chrétiennes de l'Europe et qui soit créent des oratoires, soit restaurent ceux qui vont mal. Tout à fait. Donc nous leur rendons hommage et nous donnons des nouvelles de Saint-Hilaire, près de Baume de Venise. En la fête de Saint-Hilaire, à Baume de Venise même, À Baume de Venise. sur une colline qui domine le village et d'où l'on a un panorama magnifique, 380 degrés, d'un côté le comtat venessin et de l'autre les dentelles de Montmirail et bien au-delà. Pourquoi m'y trouvais-je le 17 janvier? Parce que ce jour-là, nous fêtons Saint-Hilaire et cette chapelle paléo-chrétienne du VIe siècle lui est dédiée. 6e siècle. Oui. Elle est tombée quasiment en ruine Elle était tombée. quand Et les Mestelans, on a voulu, c'est l'ont cela, remontée. prouver qui la remonterait. Et c'est la foi et le courage de monsieur et madame Robert Mestelan qui ont entraîné avec eux beaucoup de bonne volonté, qui ont obtenu des dons, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, et la couverture de cette chapelle n'est pas totalement terminée, du retard a été pris, mais, me disait monsieur Mestelan ces jours derniers, quand nous nous sommes vus, à Pâques ou à la Pentecôte, la chapelle sera couverte. ça ne sera pas la Trinité. Non. Et l'état actuel a permis la célébration d'une messe solennelle le 17 janvier par le très révérend père abbé du Barreau, entouré d'une quarantaine de moines. Tous ne sont pas venus, il en restait à l'abbaye Sainte-Madeleine, à une dizaine de kilomètres, Oui. et les fidèles se pressaient dans cette chapelle qui a davantage la taille d'une église, Oui. avant que nous nous retrouvions dans la salle communale pour partager le verre de l'amitié et ensuite un repas de 225 couverts. Ces belles fêtes sont assez magnifiques en effet. Et puis elles rendent, je crois qu'elles rendent elles donnent beaucoup de joie et rendent de l'espérance à Tout tous à ceux fait. qui y participent. Tout à fait. C'est dans cette optique-là que La je foi célèbre sans les- ici toutes ces rénovations. La foi sans les œuvres est une foi morte, et la foi se traduit aussi dans les pierres érigées en chapelle, en église, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Alors vous avez jeté votre dévolu, ou plutôt un oratoire vous a appelé au secours. C'est un oratoire à Cotignac. Comment cela s'est-il passé? D'abord, s'il vous plaît, Monsieur le chanoine, pouvez-vous nous dire l'histoire de Cotignac en quelques mots, qui est un lieu assez extraordinaire? Si M. Henri Blanc était encore de ce monde, il serait mieux placé que votre serviteur pour vous répondre. Car c'est l'historien de Cotignac qui a été rappelé à Dieu il y a quelques années. Personnellement, j'étais encore séminariste à Versailles dans les années 60, quand un laïc m'a remis une petite brochure. Je crois me souvenir que son titre était « Et l'eau chanta ». Auparavant, je n'avais jamais entendu parler de Cotignac. Après avoir lu cette brochure, un certain temps s'est écoulé avant que je ne traverse cette région et que je me rende à Cotignac. Et empruntant ce chemin qui conduit au pied du Bessillon, qui est la commune sur laquelle Saint-Joseph est apparu. Au XVIIe siècle, puisque l'apparition de Saint-Joseph remonte au 6 juin 1610. Un berger qui mourait de soif, et Saint-Joseph lui fait comprendre, sans parler, que s'il poussait un rocher, il pourrait se désaltérer. Il n'y avait jamais eu de source à cet endroit. Et pousser un berger. rocher, Oui, pas il aurait facile. fallu au moins 8 hommes, dit-on, pour le déplacer. Eh bien, ce berger a réussi à le déplacer et une source a jailli. Et c'est à cet endroit qu'a été construit ce qui est devenu le monastère Saint-Joseph du Bessillon. Ces dernières années, ce sont les bénédictines de Médéa qui, ne pouvant plus rester en Algérie parce que les chrétiens en étaient partis,
sont revenues en Et chassées. France, ont cherché où elles allaient s'installer, construire, reconstruire, quand la Providence leur a fait connaître Cotignac. Et elle les a aidées parce que ces bénédictines avaient pu rapatrier leur bibliothèque d'Algérie en France. Et voulant remercier celle qui avait été l'intermédiaire auprès du ministre de la Culture pour en avoir l'autorisation, elles ont rencontré Madame Pouillon. Au moment de l'entretien passe son mari, qui dresse l'oreille quand il entend parler L'architecte. l'architecte, l'auteur du livre qui décrit le Toronnet, n'est-ce pas, qui est à côté. Oui, oui. Eh bien, il leur dit que si elles le voulaient, ils se mettaient bénévolement à leur disposition. Et c'est comme cela que ce monastère non seulement a été restauré, mais a grandi. Alors aujourd'hui, malheureusement, ces bénédictines très méritantes, n'ayant pas eu de vocation, ont dû se retirer dans 2 ou 3 monastères et céder la place à une communauté que l'évêque de Fréjus-Toulon, Monseigneur Ray, fait venir d'Amérique du Sud. Une communauté semi-contemplative grâce auquel eh bien, les lieux continueront de rayonner. Car depuis la présence des bénédictines, qui sont arrivées aux alentours des années 70, c'est un grand centre de rayonnement. Oui, il y a grand centre de pèlerinage. Il y a Tout à fait. le pèlerinage des mères, le pèlerinage des familles, le pèlerinage des pères. Alors celui-là est Il se passe toujours parti quelque chose à Cotignac. de l'autre apparition antérieure à celle de Saint-Joseph, Mhm. celle de Notre-Dame de Grâce. C'est une famille aixoise qui a été à l'origine du pèlerinage des pères de famille, qui a connu un très bel essor, et avec le concours des frères et pères de Saint-Jean. Et maintenant, il y a le pèlerinage, comme vous venez de le dire, madame, des mères de famille, des enfants, des grands-parents, il y en a presque à longueur d'année, et notamment dans l'année qui vient, puisque c'est l'année jubilaire qui s'est ouverte le 1er décembre pour marquer le 5e centenaire de l'apparition de Notre-Dame de Grâce. Et à qui apparaît-elle? Au frère Fiacre, qui de Paris est venu à pied pour faire une Le Saint-Fiacre? neuvaine. Celui qu'on appellera Saint-Fiacre? Non, Saint-Fiacre, Non. lui, est canonisé. Lui, Non. frère Fiacre, un religieux venu de là pour supplier le ciel pour obtenir la naissance de celui qui sera Louis, Dieudonné, Louis XIV. Louis XIV qui viendra, dans sa 20e année, rendre grâce à Notre-Dame de Grâce, à Oui, oui. Cotignac. Quand on vient à Cotignac, il y a le chemin de Louis XIV, il y a l'escalier qu'il a gravi avant d'entrer dans le sanctuaire dédié à Notre-Dame de Grâce. Il y a un très bel historique. Il y a des petites, comme à Sainte-Anne-d'Auray, on appelle ça un diorama, des petites scènes de la vie de Cotignac, et on voit. Tout à fait, dans la salle Jean de Baume, Oui, qui est attenante pratiquement au sanctuaire. qui est très, c'est Jean très- de Baume qui a eu cette apparition de Notre-Dame. Voilà. Donc, Et donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous lisez sur les chemins de Cotignac, qui est publié aux éditions du Triomphe de Jean-Marie Michaud et Antoine Darras. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'oratoire de Cotignac? si l'on se réfère à l'inventaire des oratoires du Var, rédigé par Louis Janvier, on voit qu'on en compte une vingtaine maintenant. Et malheureusement, la plupart étaient en déshérence. Alors, adhérant à cette association, exerçant mon ministère en Provence, je me suis intéressé à leur restauration. Mais seul, je ne pouvais pas, évidemment, assurer cette charge. J'ai fait appel aux bonnes volontés qui, chacune donnant ce qu'elle pouvait, ont permis de réunir ce qui était nécessaire pour ces restaurations. Et une qui me tient à cœur et qui est en cours depuis déjà une quinzaine d'années, nous avons remplacé les plaques en marbre qui avaient été vandalisées, brisées, qui étaient au chevet de l'oratoire, par d'autres plaques identiques qui viennent d'être posées fin 2018
par des Varois que je remercie, comme quoi il ne faut pas être pressé. Et maintenant, eh bien, c'est la niche qui demande à être restaurée, non pas par une statue. Les statues sont devenues, hélas, trop vulnérables dans les temps qui sont les nôtres, où on les vole, où on les casse, mais par une mosaïque. Nous avons déjà l'expérience d'une mosaïque qui a été placée dans l'oratoire dédié à Saint-Joseph, à l'entrée du chemin de Saint-Joseph et de la route de Barjol, depuis plus d'une vingtaine d'années. Eh bien, c'est la même artiste, Marie-Agnès Mathieu, qui depuis s'est mariée et qui est devenue Madame Lartigue. Lartigue Mathieu, Marie-Agnès, qui a présenté le projet dont vous allez voir maintenant l'esquisse. Et que l'on voit sur l'écran derrière vous, Voilà. Monsieur le chanoine. Alors il me reste pour cet oratoire, comme pour les précédents, à trouver les fonds nécessaires pour honorer bien, la facture le jour où elle me sera présentée. Et alors, on vous écrit où, Monsieur le chanoine? Alors, le plus simple est de m'écrire presbytère, Brillant. Alors, 71 110, Brillant. Attention, sans L. B-R-I-A-N-T. Au sud de la Bourgogne, dans un paysage naturel magnifique. L'endroit s'appelle la Petite Suisse et les demeures n'ont pas été défigurées par des constructions récentes, sans âme. Bien au contraire, c'est un coin de France où il fait bon vivre. C'est une région bénie de Dieu. Nous allons copier l'autre expression. Et cet oratoire, alors il sera prêt quand? En principe, puisque j'ai rencontré l'artiste au Barou, elle demeure au Barou, donc très près de Baume de Venise où j'étais pour la chapelle Saint-Hilaire, eh bien pour le mois de juin. Donc d'ici le mois de juin, elle doit prendre ses dispositions pour réaliser ce qui est encore à l'état de projet. Elle s'est déjà rendue par 2 fois sur les lieux parce qu'entre l'aspect qu'il avait autrefois et l'aspect qu'il a aujourd'hui, il a été modifié par quelqu'un de l'endroit, tailleur de pierre, un monsieur l'Assemblée, et son aspect est beaucoup plus beau aujourd'hui qu'il ne l'était précédemment, car Oui. nous devons chercher à prier sur de la beauté. Saint Pie nous le disait au début du siècle dernier. La beauté finie des créatures élève l'âme vers la beauté infinie du Créateur. Et dans un monde où il y a tant de constructions modernes sans âme, eh bien nous nous devons de sauvegarder cette beauté. Et préparer cette halte de spiritualité au milieu du chemin, sur le bord de la route. D'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'hélas, la plupart des églises sont fermées. Alors, si les oratoires sont bien tenus et entretenus, Vous avez raison. cela continuera à élever les âmes vers Dieu. Et je dirais aujourd'hui ce que j'ai dit autrefois à FR3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand les journalistes sont venus étonnés de voir un prêtre en soutane. Pourquoi étonnés? Puisque c'est la tenue normale du prêtre. Et ensuite, de voir une porte d'église ouverte. Ils m'ont dit, mais vous ne craignez pas les vols? Je dis, rassurez-vous, ils ont déjà eu lieu. Et les voleurs savent quelles sont les statues qui ont de la valeur artistique et celles qui n'en ont pas. Mais dites-vous que si la porte avait été fermée, eh bien, il y aurait eu en plus la serrure à remplacer. Et puis, ne croyez pas que les serrures et alarmes soient suffisamment dissuasives. J'étais à 1 heure de route de Nice, où on a fait un héros de Spaggiari, qui, lui, en creusant un tunnel souterrain, a accédé à la chambre forte d'une banque pour faire un hold-up. On en a fait un film. Non, la force de dissuasion contre les voleurs dans nos églises, ce sont les adorateurs et adoratrices. Comme quand j'étais enfant, il était rare de ne pas trouver une porte d'église ouverte, et quand on en franchissait le seuil, de ne pas trouver des adorateurs ou des adoratrices. La force de dissuasion est là. La force de dissuasion. Voilà, ben alors il faut faire partie de cette garde de nos églises. Très bien. Eh bien, je remercie d'avance ceux qui voudront bien collaborer, contribuer à la restauration de cet oratoire en cette année jubilaire à Cotignac. Il y a
une journée qui est prévue dans le programme de cette année jubilaire pour le jubilé des oratoires. C'est le samedi 20 juillet. Très bien. Ah ben, j'y serai. J'y serai. Vous y serez la bienvenue. Monsieur le chanoine. Et qui voudra 20 le juillet, détail, je suis tout prêt. il suffit de m'écrire pour avoir en son temps le programme détaillé. Merci beaucoup, monsieur le chanoine, de toutes ces belles informations et de ce rappel de ces édifices qui nous montrent le chemin du ciel. Merci beaucoup, Merci beaucoup. monsieur le chanoine. Merci pour votre Amis de TV Liberté, à très vite. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique patrimoine, nous avons demandé à notre spécialiste, Françoise Mestier, bonjour Françoise, Oui, bonjour Anne. qui signait une chronique dans Présence sur le patrimoine. Et cette fois, vous voulez attirer notre attention sur, j'ai envie de dire, un grand sujet du patrimoine français, c'est-à-dire notre viande. Oui, Nos vaches, nos charolais, nos vaches normandes, nos vaches, nos veaux, nos veaux, cochons, nos... voilà. Enfin, nos bon, la cochons, viande en nos général. moutons, voilà. Oui, alors, je crois que c'était en décembre, j'ai vu dans Le Monde qu'une jeune pousse israélienne était très contente d'elle parce qu'elle avait réussi à créer un faux steak qui avait l'apparence et le goût du vrai steak. Et ce steak artificiel a été produit à partir de cellules souches extraites d'un animal vivant. Alors tout le monde s'en est réjoui, et en particulier de grands chefs cuisiniers israéliens qui pensent que d'ici 2 ans, on va pouvoir écouler du faux steak dans le monde entier. Mais, Enfin, Françoise, vous n'imaginez pas, on va pouvoir nourrir tous ceux qui ont faim. Peut-être, oui. Toujours l'aspect humanitaire en premier. Non, toujours. Mais en plus, cette création a été cautionnée quelques semaines plus tard par le forum de Davos, il ne faut pas s'en étonner, mais également depuis quand même janvier 2018, la création d'une viande Artificielle. ex nihilo, enfin Oui. ex nihilo, non, Oui. d'une viande artificielle, est intégrée dans les directives européennes de Bruxelles. Voilà. Donc, à mon avis, premier scandale, suivi d'un second Oui, parce scandale, qu'on n'a aucun... Oui. qui a été, début janvier, la publication dans Le Monde d'une pétition signée par plus de 500 personnes, dont Stéphane Bern, dont Yann Arthus Bertrand, dont Isabelle Outissi, enfin j'en passe et des pires, qui demandent que le lundi soit une journée sans viande et sans poisson, histoire, effectivement, peut-être de suivre un régime, mais surtout, histoire de contribuer à... Une décroissance. à la décroissance. Voilà. Lâchons le mot, la décroissance. La décroissance, voilà. Et lutter contre tout ce qui va mal. Donc, c'est en ne mangeant plus de viande et en s'abstenant de manger de la viande et du poisson que tout ira mieux. Et donc les deux en concomitance, ça fait beaucoup tout de Les même. deux en concomitance, ça fait beaucoup. Et finalement, quand on lit la fameuse pétition, on a l'impression qu'on a affaire à des perroquets qui récitent une leçon et qui veulent nous faire croire que en s'abstenant de manger de la viande, tout ira mieux. Or, en réalité, d'une part, il est vrai que trop consommer de viande, c'est pas bon. Mais pourquoi ils ont inventé le lundi alors que, en tout cas jusqu'à Vatican II, Oui, nous nous le avions vendredi, en France un nous jour de avions en jeûne. France Ouais. sinon un jour de jeûne, mais tout au moins un jour d'abstinence, De viande. un jour de non-consommation de viande qui était le vendredi. Sans compter non plus la période de l'Avent Du carême. et surtout le carême. Mais évidemment, maintenant, on ne parle plus du carême en France, ce n'est plus à la On ne mode. parle que du On ramadan. ne parle que du ramadan. Donc, le carême étant
pour certains, dans les oubliettes de l'histoire, il faut bien trouver autre chose. Et cette autre chose, c'est cette journée du lundi. Mais c'est très amusant, cette façon de toujours recréer des choses qui existent déjà, mais comme ils ignorent tout, c'est normal. Mais alors, revenons à ce steak artificiel. Il n'y a eu aucune étude de fait, il y a eu... Si, il y a l'INRA en particulier, enfin, les scientifiques et les ingénieurs de l'INRA ont contesté, les scientifiques de l'INRA ont contesté cette création. Ah, quand même. Ils la contestent, oui, mais pour l'instant, c'est resté lettre morte. Alors, ils la contestent pour quels arguments? Il la conteste de manière scientifique. Donc, je pense que les spécialistes de l'INRA, s'ils sont opposés, s'ils contestent cette création, c'est qu'ils ont des raisons. Ils ne font pas ça pour le simple plaisir d'embêter les chercheurs israéliens. Ouais. Ah oui, c'est inouï comme... alors surtout que quand on sait que la filière bovine en France est un fleuron, un fleuron de notre économie. Mais malheureusement, n'oublions pas non plus qu'il y a quelque temps, notre gouvernement avait décidé de favoriser l'importation de viande en provenance du Canada, et ce qui était aussi déjà une première attaque contre notre richesse, contre la viande de Solers, contre la charolaise, soyons quand même rassurés, parce que finalement, cette création israélienne, au moins, exonère les cochons de cette création artificielle. On a au moins un objet de consolation. On aura toujours du cochon. Mais on reste médusé de cette volonté de détruire systématiquement ce qui fait notre richesse. Oui, mais surtout, je crois quand même que cette création, pour moi, ça s'apparente un peu à une espèce de sorcellerie, est aussi un coup porté alors à la viande, à la boucherie, mais surtout, ces gens-là ne veulent plus qu'il y ait de l'élevage. Et en même temps, ils favorisent, ils encouragent les spécistes, c'est-à-dire ces gens qui sont opposés à tout élevage, et qui évidemment, élevage, c'est... considèrent que les animaux sont des êtres humains. Que les animaux sont des êtres humains, qu'on ne doit pas y toucher, mais en même temps, ils veulent supprimer l'élevage. Donc, l'élevage, tout cela fait partie quand même de la nature. C'est un ensemble auquel on ne peut pas, toucher sans avoir de graves conséquences sur notre vie de tous les jours, sur la nature. Et en même temps, on se rend compte que depuis quelques années maintenant, il y a comment pourrait-on appeler ça, de véritables gangs, des commandos, qui, en tout cas, déjà, en 2017, mais surtout en 2018, ont attaqué nombre de boucheries. Et veulent absolument que les êtres humains cessent de consommer de la viande. Aux États-Unis, certains Californiens ont eu la peau, si j'ose dire, du foie gras, puisque maintenant... on n'a pas le droit de manger du foie gras. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de manger du foie gras en Californie. Mais c'est bien parce que ça va faire monter le prix de notre foie gras du Gers. Mais je crois que c'est déjà le cas en France. Quand ils ne décident pas en septembre que les oies sont victimes d'une maladie... Les oies, surtout les canards dans le sud-ouest. Et les canards, cette maladie... Il y a eu une véritable hécatombe. Cette épidémie, on a forcé tous les élevages à tuer leurs canards. On les a forcés à tuer leurs canards alors que... il n'était pas nécessaire de les tuer. Non. Et donc, on a eu recours, au moment des fêtes de Noël, je crois que la France a eu recours à l'importation de foie gras venu d'ailleurs, de Hongrie ou d'Israël en particulier. Bien sûr. C'est toujours la même chose, c'est toujours la destruction, encore une fois,
de notre travail, de notre richesse, au C'est bénéfice c'est des la, autres. c'est la destruction d'un héritage, c'est la destruction d'une tradition. Et en même temps, c'est la, par leur, ces gens-là contribuent à faire vivre des espèces d'utopies, des sortes d'utopies qui sont très mauvaises pour notre civilisation et pour notre tradition. Mais bien évidemment, ces gens-là ne mettent pas en cause, ne parlent absolument pas de l'abattage rituel. Abattage rituel, enfin l'abattage, qu'il s'agisse de l'abattage rituel pratiqué par les musulmans ou l'abattage rituel pratiqué par les juifs. Il n'en est évidemment pas question. Mais non, c'est Il juste, ne faut pas y toucher, c'est c'est juste- une chose sacrée. C'est juste l'élevage en France qui est vilain. C'est juste l'élevage en Qui est pas France bien, et en pas bien du Europe, tout. mais surtout l'élevage en France. Pas bien du tout. Pas bien du tout. Non, vraiment, Françoise. Bon, donc il faut se battre. Donc il faut se battre. Il faut soutenir surtout nos et il faut surtout. Alors, on nous dit que il ne faut, en gros, supprimer les exploitations françaises. Mais en réalité, il faut savoir que ces exploitations sont indispensables à la préservation de la biodiversité. Ça, on l'a oublié. Oui, il nous parle Il de la faut planète, du CO2 et tout, mais dans la réalité, il voudrait faire le contraire. Oui. Parce qu'en fait, ces exploitations, ce sont les jardiniers du pays. De Mais la bien France. sûr. Et sans Et- jardiniers. Il faut aussi savoir que un régime totalement végétarien, ou ces fameux régimes végis dont on nous rebat les oreilles, vont entraîner sûrement des carences alimentaires. Bien sûr. Mais tous ces gens-là vivent sur un nuage, et tout cela, à mon avis, s'apparence à des sectes. Ah oui. Tout cela s'apparence à des sectes. C'est une dérive sectaire. C'est une dérive sectaire. Absolument. Mais bien évidemment, nos gouvernants ne feront rien pour aller Contrer cette faire la dérive. guerre à ces sectes. Ils ne feront absolument rien. Non, puis il est évident que c'est dans nos traditions alimentaires et que l'Européen est habitué à consommer de la viande, alors que c'est évident qu'un Indien sera beaucoup moins habitué, puisque leurs vaches sont sacrées. Mais leurs vaches sont sacrées, mais polluent autant, mais font un dégagement de méthane comparable à celui des nôtres. Donc, je ne vois pas pourquoi. Il faudrait que nos vaches Il faudrait que arrêtent nos vaches, de péter. que nos vaches soient sacrifiées au On est- nom du. On est quand même dans le délire Au le nom plus de total. l'alimentairement correct et au nom de cette espèce de création qui, à mon avis, ne se justifie pas. On est dans le délire total. On est dans un délire total. Bon, une autre bonne nouvelle sur Une laquelle bonne on pourrait nouvelle, rire. non. Qu'est-ce que vous Je vois pas tellement. Enfin, je vois pas. Si, les bonnes nouvelles, c'est que de plus en plus de Français sont attachés à la protection de leur tradition. Oui, oui. Et La gastronomie prend une place la gastronomie considérable. prend une place considérable Dans le Figaro notre... spectacle, maintenant, vous avez la gastronomie a pris la moitié du supplément. Les arts et le cinéma, c'est en queue de Oui, journal. mais la gastronomie, ça m'étonne quand même. quelquefois, il y a aussi un aspect mercantile. Je pense que là, il y a les traditions, mais la gastronomie réservée aux épicieux qui peuvent s'offrir des steaks dorés à leur faim à plus de 1 500 €, Oui, comme, oui, et puis comme ce joueur qui a eu le mauvais goût de Oui. s'offrir ce steak dans je ne sais plus quel Pays. émirat. Oui, oui. tout. Oui. Non, je pense que tout est dans le... Non, puis vous avez raison, on fait de certains cuisiniers des stars. Et donc En fait, certains cuisiniers des stars... on les met en valeur. je pense à Thierry Marx en particulier, qui véhicule tout ce qui est politiquement correct
et d'autres cuisiniers de talent sont un petit peu, sinon mis à l'index, ou du moins mis de côté. Donc tout cela est une affaire de business. Et ce que vous dites à propos du Figaro est tout à fait symptomatique de ces journaux appartenant à des grands groupes financiers et qui favorisent Le Star System. le star system. Et vous avez entendu parler sûrement de cette nouvelle chaîne de restaurants où l'on va tout nu. Oui, mais je crois qu'elle n'a pas eu le succès. Elle n'a pas eu le succès. Elle n'a pas escompté. eu le succès escompté. À mon avis, on doit avoir un Mais- peu froid quand même tout nu. On doit avoir un peu froid, mais avant les restaurants où maintenant il serait de bon ton d'aller tout nu, il y avait Tout eu nu, les et restaurants les autres- où l'on dînait dans le noir, dans le C'est noir ça, total. en aveugle. Où on dînait en aveugle. On goûtait en aveugle. Bon, alors moi j'aime dîner ou déjeuner normalement, ni voyant toute nue ni en aveugle, en voyant ce que j'ai dans mon Le assiette. plat est déjà une Et en merveille. faisant honneur ou à la maîtresse de maison, je suis invité chez des amis, Oui. ou au cuisinier qui aura eu le bon goût de me faire de bonnes choses, Oui. ou En aveugle, vous ne voyez non, pas. en aveugle, je ne le vois Vous pas. avez Et la en tout cas, chance d'avoir encore vos yeux. quand j'invite des amis chez moi, je trouve On mange très bien. agréable On de mange voir. très bien. Je trouve très agréable que ces amis voient ce que je leur ai concocté et puissent voir une table bien dressée. Alors, je voudrais que vous nous disiez aussi 3 mots sur cette esplanade de Chartres sur lequel vous aviez déjà alerté les populations, parce que c'est un vieux projet. C'est un vieux projet qui date de plusieurs années, mais visiblement le maire de Chartres est entêté Oui. et le maire de Chartres a décidé, coûte que coûte, de construire cette esplanade aux grandes dames de beaucoup de gens. Vous savez que Je pense notamment à la Tribune de l'Art, je pense notamment à Étienne de Monti dans le Figaro, et je pense surtout à tous les Chartrains et à tous les amoureux, enfin tous les amis de la cathédrale de Chartres et à tous les pèlerins qui chaque année se rendent à Chartres au moment de la Pentecôte, mais vont à Chartres régulièrement faire leur dévotion, prier à Notre-Dame de Chartres, et qui sont absolument stupéfaits de voir le sacrilège auquel va se livrer le maire de Chartres. Maire de Chartres qui s'était déjà, si mes souvenirs sont bons, livré à un autre sacrilège concernant le musée de sa ville. Donc je crois que c'est un monsieur particulièrement têtu et dangereux. Et dangereux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pétition a beaucoup de succès. A beaucoup de succès, oui. Donc, il faut la signer, la faire signer. Chacun doit être l'ouvrier Mais cette de pétition cette pétition. circule beaucoup en ce moment. Il faut la faire signer à tour de bras. Alors, on a déjà gagné que cette esplanade va baisser. Va baisser parce qu'elle était très... l'angle était très... Elle était très... l'angle de gauche était très élevé. Très élevé. Ce qui fait que quand on arrivait sur l'esplanade, on ne voyait pas la cathédrale. Ce qui est quand même... Mais je crois que c'est le cas aussi en Italie. Ce qui est quand même... Je crois que c'est le cas aussi dans une ville italienne où ils ont commis les mêmes... Bonne question, merci de l'avoir posée. J'ai beaucoup d'amour pour toutes les villes italiennes. J'ai encore jamais vu un sacrilège de ce type. Il me semble que... Vous reviendrez puis vous nous en parlerez. Oui, je reviendrai pour vous en parler. Mais cette volonté de privilégier les vestiges gallo-romains qui sont en dessous, plutôt que la cathédrale... Non, mais c'est intéressant de privilégier les vestiges gallo-romains. Non, pas mais ils privilégier, pouvaient faire autre chose. Ils pouvaient donner accès au public. Ils pouvaient donner accès au public autrement. Regardez à Notre-Dame. Il y a un musée qui est en sous-sol. Oui, il y a un musée qui est en sous-sol. Ils n'ont pas fait une dalle surélevée pour nous empêcher de voir la cathédrale. C'est quand même... Oui, mais à contrario, vous avez ce qui se passe à Toulouse, à côté de la basilique Saint-Cernin, où là, on enterre carrément tout. Et on a enterré la mairie, a décidé, la mairie et surtout l'architecte catalan chargé je vais employer un mot, de relooker
de changer l'aspect de la place Saint-Cernin, Qui était magnifique. qui était magnifique, a carrément décidé de cacher les vestiges qui avaient été exhumés par des archéologues. Donc, d'un côté comme de l'autre, c'est une ineptie. Oui, c'est sûr. C'est pas Boffy. Non. Mais non, mais il y a une démesure, un orgueil de tous ces gens qui devraient s'approcher de ces monuments avec un respect infini, une dévotion totale, et ils arrivent comme des enfants. Oui, mais par exemple, Toulouse veut avoir le label patrimoine mondial de l'UNESCO. Toulouse, alors, ces villes sont toujours en compétition, Oui. et Faut qu'ils fassent quelque chose. c'est à qui fera, comment dirais-je, accomplira l'œuvre la plus dans le vent. Et alors, il est sûr que au bout d'un certain temps, c'est le patrimoine lui-même, c'est le patrimoine et nos monuments qui sont les victimes. Toujours à Toulouse, ils ont décidé de supprimer les grilles qui protégeaient la basilique de tous les gens qui peuvent, disons-le, qui peuvent uriner, qui peuvent souiller la basilique elle-même, souiller la construction. Et on a décidé de supprimer ces grilles. Et c'est vraiment un sacré. Ces grilles, il y avait un petit jardin autour, et les grilles qui entouraient la basilique, c'était très bien comme sûr, ça. bien sûr. Et c'est encore une ineptie supplémentaire. Et puis, quel commentaire faites-vous sur les 18 églises qui ont été vandalisées cette semaine, sans compter les calvaires? Je suis On m'a absolument signalé- scandalisée, et je pense plus particulièrement... On vient de me signaler un calvaire en Saône-et-Loire qui a été, dont la plaque de pierre sur laquelle il était installé a été défoncée à la barre à mine. Et visiblement, en Saône-et-Loire, ce ne sont pas des musulmans, donc ce sont une autre qualité moi, je d'individu. pense à la très belle église de Lavore que je connais bien, Lavore dans le Tarn. La personne qui a été interpellée est un jeune type qui a 16 ou 17 ans, donc il doit faire partie de tous ces gamins anarcho, antifa anarcho, qui s'est fait une joie visiblement Pour lequel les églises, c'est le mal pour absolu. lequel les églises c'est le mal absolu, et qui s'est visiblement fait une joie de détruire détruire des statues dans cette magnifique église fortifiée, dans cette magnifique cathédrale fortifiée qui est un régal pour l'œil, d'abord de l'extérieur et aussi bien sûr à l'intérieur. Ce qui signifie que cet anticléricalisme forcené, primaire, secondaire et tertiaire, répétitif du lundi au dimanche soir, à tous les cours de l'école dite républicaine, a des conséquences. Vous enseignez cet anticléricalisme, ce laïcisme qui est en réalité un anticatholicisme, et vous avez les conséquences. Et les conséquences, on les a. On a les conséquences, mais ce qui est absolument scandaleux, c'est le silence des grands médias. Oui. On en a parlé, on l'a vaguement évoqué sur des radios. Les évêques nous disent qu'ils ne veulent pas en parler pour ne pas faire de surenchère. C'est une élégance que n'ont pas d'autres populations, parce que quand même, oui, ou d'autres religions. Faut quand même bien le dire. Et je pense qu'il arrive un moment où les évêques devraient peut-être s'exprimer sur ce sujet-là, comme sur d'autres d'ailleurs. Il faut absolument. Je pense qu'ils devraient s'exprimer parce qu'ils que retrouvent leur voix. Le vandalisme dans nos églises est devenu maintenant monnaie courante. Alors, vandalisme dans les églises, il ne faut pas non plus oublier le vandalisme dans les cimetières, oui. sur des tombes, c'est une chose absolument scandaleuse. Alors,
si l'on a le malheur de toucher à une mosquée, c'est absolument scandaleux, ou une synagogue. Et les églises de France sont maintenant, depuis maintenant des années, et cela va en s'accélérant, l'objet de tous les vandalismes possibles, de toutes les destructions, avec en plus de véritables profanations. Et je pense que il n'est pas besoin d'être grand catholique ou grand chrétien pour condamner ces profanations, pour les condamner. C'est-à-dire que l'équanimité, la largeur d'esprit voudrait que si l'on condamne certaines profanations, on les condamne toutes. On les condamne toutes. Et visiblement, il y a une préférence dans la condamnation de la profanation. Il y a tout de même une injustice absolument carabinée. Mais je suis sûre que tous nos téléspectateurs le sentent bien aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci Anne de m'avoir reçue. À très vite. Et à très bientôt. Pour un nouveau combat. Oui. Au revoir, chers amis de TV Liberté.